Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir William, bonsoir Fabrice, bonsoir Catherine. Bonsoir Romain. On est un petit peu plus nombreux ce soir parce qu'on a la joie d'accueillir avec nous Catherine qui représente la société Elite Médicale qui aujourd'hui commercialise notre solution et avec laquelle on est très heureux de travailler. Et on a passé une très bonne soirée au mois de février sur la présentation. On n'en dira pas plus. On a William qui est avec nous, qui est la tête pensante de Digital Pro. À chaque fois, je le présente comme ça parce que c'est beaucoup grâce à lui et à ses équipes qu'il y a pas mal de paramètres qui sont développés. Et il est là aussi pour... il est aussi kiné de formation, je pourrais le laisser se présenter, mais il est assez timide, William, donc il n'aime pas trop parler. Donc, je vais le présenter. Il est kiné, il est ingénieur biomécanique. Et c'est lui qui, avec ses équipes, développe tous les algorithmes de Digital Pro et tous les futurs paramètres aussi qui vont venir. Et donc, il y a pas mal de surprises dans les prochains mois que nous réserve William parce qu'il travaille beaucoup. Même si là, il ressort d'une petite semaine de vacances, mais même pendant ses vacances, je l'ai vu travailler. Donc voilà. Donc, en tout cas, ce soir, on est là pour vous parler du risque de chute qui est quelque chose, moi, un sujet qui me... Fabrice, tu peux me présenter aussi. Hein. Comment? Et Romain me présenter aussi. Romain. Ah, mais tout le monde te connaît, tu es connu comme Romain. Comme les cheveux blancs. Ouais. Qui travaille chez Elite. Et puis, on a Rana qui est avec nous, qui est chez Digital. Le Romain qui est notre homme à tout faire chez Digital. Voilà. J'ai responsable Sales Europe. Et donc, du coup, on est là tous pour vous parler du risque de chute. Donc, quelque chose pour moi qui est assez important parce que j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en EHPAD. Et du coup, c'est un sujet que j'aime bien et que j'affectionne. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et puis, on tombe en plus dans un contexte où, avec tous les EHPAD et les sujets qu'il y a eu sur les EHPAD qui est intéressant aujourd'hui. Et puis, il y a eu aussi, on va en parler tout à l'heure, le plan pour lutter contre les chutes au mois de février. Romain, dis-moi. Oui, c'est juste pour évoquer aussi, comme je vois qu'il y a à la fois des kinés, à la fois des podologues. Donc, Elite Médicale représente Digital dans la population des kinés. Et nous avons toujours Capron qui travaille donc chez les podologues. C'est juste pour clarifier les choses, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Elite Médicale, on a signé le partenariat en début d'année. Donc, on est heureux de les avoir parmi nous. Et on est, pour l'instant, on est hyper content de la manière dont on travaille. Et c'est le premier webinaire qu'on fait ensemble et ce sera le premier d'une longue série. J'espère. On va avancer. Juste pour commencer à parler un petit peu du risque de chute, on va d'abord parler des chutes. Juste pour vous dire en fait que c'est une des premières causes de décès chez les seniors parce que ça touche 12 000 décès par an et qu'il y a 646 000 décès dans le monde. C'est une deuxième cause de décès par traumatisme. Ce sont les chiffres de l'OMS. Aujourd'hui en France, c'est une personne sur 3 qui chute de plus de 65 ans par an. Une chute sur 2 a lieu au domicile lors d'activités quotidiennes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le risque de chute augmente au fur et à mesure de l'âge, puisqu'on passe de 35 à 55% sur les plus de 90 ans. Ça induit aussi un changement du milieu de vie, puisque la plupart des gens, presque 40% des gens qui sont hospitalisés suite à des chutes, vont changer leur manière de vivre, souvent pour aller dans des établissements spécialisés type EHPAD. Les EHPAD sont touchés aussi, puisque dans les EHPAD, on compte à peu près 2 chutes par an par résident. Et on est sur un coût qui est quand même relativement important pour la société, parce qu'aujourd'hui, il est estimé à plus de 2 milliards d'euros. Sachant, si je peux me permettre, Fabrice, que dans les 2 milliards d'euros, il y a la chute, il y a aussi les opérations associées aux chutes, et il y a la rééducation qui est associée aux opérations et à la chute. Et c'est pour ça qu'on arrive à des coûts qui sont calculés de 2 milliards d'euros. Et il y a, je ne crois pas que tu l'aies évoqué, mais il y a un pourcentage de récidive qui est de 20%. Ça veut dire que la plupart des gens qui vont tomber dans l'année, il y en aura 20% qui vont rechuter dans la même année. Non, je ne l'ai pas dit parce que tu gardes toujours des informations pour toi et du coup, c'est vrai que je n'ai pas tout. Les facteurs de chute, d'abord, elles peuvent être liés à l'individu par rapport au vieillissement, ne serait-ce que de la perte de force musculaire, sur des gens qui ont des mauvaises visions, donc on parle souvent de cataracte.
lié à l'environnement, hein, j'ai mis une petite dame, vous voyez, qui était en train de chuter. Souvent, on parle de tapis qui sont mal fixés au sol, un environnement qui est mal adapté. Par rapport au comportement, il y a des gens qui sont un petit peu impulsifs ou téméraires, et du coup, ils ont tendance à se soulever un petit peu trop rapidement, et ça peut être un des facteurs de chute. Principal facteur, c'est vraiment lié à l'individu et au problème musculaire qui a tendance à ralentir progressivement sa marche. Je vous ai mis en dessous le plan anti-chute qu'on évoquait au début. Donc, il date du 21 février, donc vous voyez, il est tout récent. C'est un plan qui est triennal, donc qui est de 2022 jusqu'à 2024. Et le but, c'est de baisser de 20% les chutes en France sur les gens de plus de 65 ans. Donc, un objectif quand même qui est assez important, où chaque professionnel de santé peut s'y retrouver. Hein. Il n'est pas vraiment destiné qu'au kiné. Je pense que tous, on est acteurs dans ce plan-là. Conséquences de chute, principalement, c'est traumatologique. Hein. Souvent, on parle de fracture du col du fémur. Je pense que les kinés, c'est souvent avec des prothèses de hanche. C'est souvent suite à des chutes, ils vont avoir ça. Puis après, on a tout ce qui est psychique avec des problèmes d'anxiété, d'insécurité. La peur de chuter, c'est souvent la conséquence la plus dommageable et qui va entraîner, bien sûr, sur des activités physiques. C'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus les gens ont peur de chuter, moins ils vont faire d'activité physique. On conseille toujours une demi-heure de marche par jour pour essayer de maintenir un niveau d'activité quand même bon. Et du coup, plus ils vont être sédentaires, plus ils vont avoir un risque de chute important. Comment prévenir les chutes? Je pense que Catherine va un petit peu nous donner des questions un peu plus importantes que moi, ce que je peux donner, parce qu'il y a plein de matériel qui peut être hyper utile pour faire ça. Donc, je vais laisser le choix de nous expliquer ça. Alors, du coup, comment prévenir les chutes? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre de prévenir ces chutes. C'est d'abord de garder une bonne condition musculaire, donc de travailler le renforcement musculaire. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser différents outils, soit de renforcement type musculation, mais aussi des outils simples comme par exemple des bandes élastiques, des choses comme ça. Et puis faire des petits exercices aussi au domicile qui pourront être prescrits par exemple par le kinésithérapeute, c'est pas mal. Il y a aussi beaucoup de personnes à domicile qui peuvent utiliser du vélo qui entretient non seulement un certain niveau de musculature au niveau des membres inférieurs, mais aussi un meilleur état en tout cas cardiovasculaire. Ensuite, on peut prévenir les chutes avec le développement de l'équilibre, avec des petits protocoles notamment d'outils de proprioception, de parcours de marche avec des obstacles, des choses comme ça qui vont permettre de travailler l'équilibre, des petits exercices qu'on va faire aussi sous surveillance avec des tenues monopodales sur des plans plus ou moins instables, gonflables, type WAF ou balance pad ou des choses comme ça. Et puis aussi on va pouvoir aussi travailler sur des plateformes de posturologie on va pouvoir plus ou moins barder d'accessoires de déséquilibre, et on va pouvoir du coup avoir une interface ludique pour permettre un travail de l'équilibre encore une fois. Ensuite, on a effectivement le choix des chaussons et prendre soin de ses pieds avec des pédicures podologues pour avoir toujours des pieds en bon état et éviter tout ce qui est frottement, plaies, etc. qui pourrait compromettre aussi gravement par des épines irritatives le risque de chute. Et puis l'évaluation des sources potentielles de chute au domicile, par exemple, pour éviter des choses comme les tapis ou des obstacles ou des zones très encombrées qui sont compromettantes et qui effectivement augmentent le risque de chute. Donc une bonne inspection du domicile est importante pour régler certains problèmes qui peuvent se résoudre très très simplement. Ensuite, révision de la médication pour pas avoir de médicaments qui causent des vertiges ou des choses qui engendrent des troubles, des sensations en tout cas de déséquilibre, voire des médicaments qui corrigent cette sensation. Et la chirurgie de la cataracte qui permet effectivement simplement de bien voir, de mieux voir, et donc en tout cas de pouvoir prévoir et visualiser les obstacles qui permettraient de risquer la chute.
Voilà. Voilà. Faites pas comme Romain, parce qu'il ne voit plus grand-chose. Donc, il est temps qu'il se fasse opérer. Ouais, c'est ça. C'est sympa, Catherine. Merci. Bah, écoute, moi, il connaît mieux que toi, il connaît mieux que moi, donc. Après, je vais juste vous parler, parce que souvent on parle de chute, mais on parle aussi de syndrome post-chute. C'est une combinaison de différents signes, notamment moteurs, neurologiques et psychologiques. On voit souvent des personnes, un petit peu comme je vous ai montré, avec un bassin rétroversé, une antépulsion au niveau des épaules, des épaules en avant. Et du coup, c'est souvent lié aux chutes qu'ils ont eues. Donc ça, c'est des signes qu'on va avoir debout. Assis, c'est des gens qui auront tendance un petit peu à glisser dans leur siège, c'est-à-dire les fesses en avant et la tête en arrière. Et du coup, c'est des gens qui auront beaucoup plus de difficultés à se lever. Et puis, au niveau de la marche, on va avoir une diminution de la vitesse, de la longueur de foulée, une hauteur de pas qui va être beaucoup plus réduite. Et du coup, potentiellement, un cas des récidives qui peut être beaucoup plus importante. Et puis, sur tout ce qui est signes neurologiques, une altération de l'adaptation posturale. Et puis, en psychologique, tout ce qui est, on parlait tout à l'heure, anxiété et de la perte de confiance en soi. Et du coup, des gens qui sont moins mobiles. Et on revient dans le cercle un petit peu vicieux où il y a moins d'activité physique et du coup, une mobilité qui a tendance à se dégrader. Je vous ai mis juste un petit schéma, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas forcément, moi-même en tant que professionnel de santé, il y a des choses où je ne me souvenais plus, notamment comment se relever, où on peut conseiller aussi nos patients, s'ils chutent, comment se relever après une chute, de manière assez simple, une fois qu'ils soient allongés, il faut qu'ils se mettent sur le côté avec le bras, puis la jambe, pour progressivement se remettre à quatre pattes et puis s'aider de quelque chose, notamment d'une chaise, pour remonter. Je crois que tout à l'heure, on avait oublié de le dire, mais quand des personnes âgées restent plus d'une heure allongées par terre, c'est potentiellement 50% de décès dans l'année. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont assez marquants. C'est pour ça qu'on a intérêt sur chaque point à essayer au maximum de les aider. Bien sûr, le but pour les aider pour éviter qu'ils chutent, c'est aussi donc de l'évaluer. Il va être fait par n'importe quel praticien, que ce soit kiné ou podologue. On va pouvoir à tout moment évaluer ce risque de chute, notamment par rapport, vous allez voir après, à différentes analyses de la marche qui peuvent être sur des distances plus ou moins longues, et surtout de pouvoir monitorer ces analyses-là dans le temps et de les suivre, l'évolution par rapport aux premières analyses, et de voir un petit peu l'évolution de la marche au fur et à mesure du temps. Un des premiers tests dont on entend souvent parler, c'est le Get Up and Go, qui est relativement facile à faire. C'est-à-dire que la personne est assise sur sa chaise, elle a tendance, donc elle va se lever, faire 3 mètres, demi-tour et se rasseoir. Le but, en fait, ça va être de chronométrer le temps mis pour faire ce parcours-là. Et je vous ai mis, vous voyez, suivant le temps qui a été mis, on va du coup scorer, puisque le but de chaque test en définitive, c'est d'obtenir un score et de classer mon patient par rapport à ce score-là, suivant s'il est plus ou moins mobile. Donc, sur une personne qui fait moins de 10 secondes, on considère qu'elle est librement mobile. Et vous voyez que si elle fait supérieur à 30 secondes, c'est une mobilité qui est très réduite. Le deuxième test qui est à faire, le Get Up and Go, est relativement facile en cabinet parce que vous voyez, il y a peu de place, on a besoin de peu de place et peu d'instruments, un chronomètre et les yeux sont suffisants. Après, vous avez le 6 minutes. Le 6 minutes, on conseille de faire sur une distance de 30 mètres, de mettre un plot au début et à la fin, et du coup, que le patient puisse faire des allers-retours sur cette distance de 30 mètres pendant 6 minutes. Sachant que vous avez un petit calcul qui permet de savoir quelle est la distance attendue par rapport au sexe et par rapport à l'âge du patient et par rapport à son poids. Et vous voyez, le but étant de le classer dans ce tableau-là pour situer si le patient est plus ou moins mobile. Un test qui est un petit peu plus faisable si vous avez un grand cabinet, c'est le test de 10 mètres, sachant qu'il faut 1 ou 2 mètres avant pour que le test soit lancé, puisque c'est un test de marche lancé. Et pareil, on va calculer, en tout cas mesurer le nombre de pas qu'il faut pour réaliser les 10 mètres et le temps mis. Et on va regarder par rapport à ces deux paramètres, on va classer nos patients par rapport à ça. Donc pareil, il suffit juste d'un chronomètre et des yeux. Le but après, c'est que du coup, on a sur une analyse, on score, mais on ne sait pas forcément derrière ce qu'on va pouvoir faire en termes de rééducation, parce que ça ne met pas forcément l'accent sur quelque chose. Le Tinetti, moi que j'ai vu beaucoup utiliser en EHPAD, qui est un test, alors je vous ai mis un extrait en tout cas de ce qui est fait, aussi bien quand il est assis que quand il est couché, des choses comme ça. Donc on va pareil scorer, mettre des notes, et suivant les notes obtenues
À la fin du test, on va voir si mon patient est plus ou moins mobile. Et donc, c'est par rapport à ces ensembles il y a 17 items différents. Et donc, par rapport à ces 17 items, on va pouvoir classer le patient. Le risque de chute, donc on revient un petit peu. Donc, je fais mon bilan, je refais mon bilan soit par rapport à un test qu'on vient d'énoncer. Nous, ce qu'on a vu surtout sur les différents praticiens avec qui on était en contact, que ce soit en EHPAD ou en libéral, c'était surtout qu'il y avait un manque de précision sur ces tests-là, puisqu'ils étaient souvent difficilement reproductifs. Puisque sur les distances ou les temps, c'était vraiment par rapport à la vision du praticien. Souvent, c'était des tests qui pouvaient être plus ou moins chronophages, le temps de mettre en place et le temps de faire, et qu'ils étaient souvent identiques. Les traitements qu'on allait sortir par rapport à ça étaient loin d'être personnalisés, puisqu'on arrivait à scorer sur une mobilité, mais pas forcément par rapport à des manques précis sur quel est le groupe musculaire ou quel est le paramètre qui va le moins bien travailler. Du coup, par rapport à tout ça, on a cherché à développer les besoins. On trouvait que les besoins sur la chute, c'était justement de quantifier et qualifier la marche précisément, de pouvoir donc évaluer objectivement la marge, d'avoir vraiment un chiffre précis, de pouvoir justement par rapport à ces résultats-là les communiquer facilement soit aux patients, soit à leurs proches, de pouvoir faire des tests vraiment en milieu écologique, c'est-à-dire qu'ils soient le plus représentatif de la réalité, qu'ils soient reproductifs, c'est-à-dire qu'on puisse les comparer au fur et à mesure du temps, et on puisse aussi monitorer l'équilibre, puisque l'équilibre en fait partie de la chute. Du coup, c'est pour ça que sur la solution aujourd'hui qu'on a développée, donc Digital Pro, on a deux items, comme on vient de dire, quantifier et qualifier. Quantifier, ce sont la vitesse, la longueur de foulée et la cadence. Et qualifier, ça va être la manière dont je marche, c'est-à-dire le temps de contact, ma hauteur de pas, comment j'attaque le sol, comment je propulse, donc mon angle de propulsion, et ma stabilité, qui peut être liée soit à la variabilité de mon pas, soit aux angles de pronosupination, et donc de comparer entre côté gauche et côté droit. Pourquoi on parle beaucoup de vitesse et de mobilité? Puisque la marche aujourd'hui, elle est reconnue comme le 6e signe vital. Il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties sur ça, notamment sur la vitesse de marche qui prédit la morbidité par rapport, c'est une étude qui a été faite sur, vous voyez, presque 35 000 patients par rapport à l'âge et au genre, et par rapport à la vitesse à 65 ans, on arrive à prédire la morbidité des patients, notamment par rapport au fait que plus ils ont une vitesse faible à 65 ans, plus ils ont un risque de chute qui est important. Et comme on a dit tout à l'heure, quand il y a une chute, il y a souvent beaucoup malheureusement de gens qui en décèdent derrière. Mais aussi, on arrive à en sortir des études qui ont été faites sur potentiellement les risques et les pathologies dont on pouvait en découdre. Sur le côté droit, vous voyez que la vitesse maximale, elle est atteinte aux alentours de 40 ans. Le but de ça aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de prendre uniquement nos patients en charge à partir de 65 ans. C'est-à-dire que le risque de chute, il intervient avant. C'est-à-dire que plus ils vont arriver à 65 ans avec une vitesse élevée, moins ils auront de chances de chuter. Donc le but aussi, c'est d'évaluer leur marche dès 30, 40 ans pour voir qu'il n'y ait pas une trop grosse régression de la vitesse et de pouvoir travailler en amont vraiment sur ça pour éviter qu'il y ait une régression. Je l'ai vu notamment chez Romain où il a perdu un peu de vitesse ces derniers temps parce qu'il est un peu plus sédentaire. Et du coup, je lui ai dit, Romain, muscle-toi un peu parce que sinon, ton risque de chute, il est un peu plus important. Donc, il essaye de rejouer un petit peu au tennis, mais il a un peu plus de mal en ce moment. Il est pris pas mal par le travail. On se voit dans 2 jours, je crois, Fabrice. C'est pour ça que je me mange avant. Qu'est-ce qu'on sert aussi de la vitesse? Notamment, une chose toute simple. Combien de temps je vais mettre pour traverser un passage piéton. Donc, c'est vraiment aussi calculé par rapport à ça. Vous voyez qu'à 1,14 mètres seconde, ça permet de traverser un passage qui fait 8 mètres. Et si je mets si je marche à 1,33, ça permet de traverser un passage piéton de 16 mètres. Donc, c'est vraiment en fait du terre à terre, mais c'est vraiment essentiel. Imaginez quelqu'un qui va marcher très lentement, forcément, le bonhomme il va passer au rouge. Et si le bonhomme passait au rouge, les gens vont klaxonner, comme on peut peut-être le faire tous. Et du coup, ça risque de presser la personne âgée, c'est à ce moment-là qu'elle peut chuter. Donc, il y a vraiment cette appréhension de se dire, est-ce que je vais traverser dans les temps? Et du coup, c'est d'évaluer en amont leur vitesse pour travailler là-dessus et pouvoir les rééduquer à temps. Et sur la partie gauche de l'écran, on voit quand c'est des études qui ont été faites en Angleterre, et on voit qu'en fonction de la vitesse, il y a des populations qui auront moins de chances d'être hospitalisées, d'autres qui auront plus de chances d'être hospitalisées, d'autres personnes qui auront plus de
des risques de chute, quoi qu'il arrive, quand on voit qu'ils sont en dessous de 1 mètre par seconde, il y a plus d'interventions qui vont être associées à une chute. Et il y aura aussi, comme on le voit sur l'avant-dernier barre horizontale, on voit qu'il y a beaucoup plus de soins à domicile quand on a une vitesse qui est très basse. Donc c'est vraiment un indicateur qui a été vraiment, avec énormément de publications, la vitesse est vraiment un indicateur clé de bonne santé. Et donc, effectivement, il y a pas mal de preuves scientifiques aujourd'hui pour dire que la mobilité est un biomarqueur et qui pourrait, dans le temps, prévenir et détecter même plusieurs pathologies. On travaille beaucoup sur ça, sur pas mal de voir ce que les biomarqueurs et comment on peut prédire certaines pathologies, que ce soit neurologique ou tout ce qui va toucher les muscles. On parlait tout à l'heure de quantifier. Justement, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va notamment permettre... Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement, j'ai un paramètre qui est mauvais, je vais tout de suite en sortir un exercice. Notamment, par exemple, j'ai un paramètre qui est mauvais sur la vitesse ou la cadence. Tout de suite, on va essayer de faire augmenter ce paramètre-là. On va chercher à travailler sur la vitesse. C'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme qui monte les escaliers. Je pense qu'il y a plein d'autres exercices qui peuvent être utiles, soit pour rallonger la foulée en mettant des marquages au sol. Et voilà, le but, soit il y a des presses aussi, tout à l'heure je l'ai vu en EHPAD, des presses qui peuvent se mettre dans le lit pour essayer de travailler un petit peu la force et gagner en musculature. Donc voilà, j'ai un paramètre qui n'est pas bon, je vais tout de suite essayer de trouver un exercice pour le sortir. Qu'on soit podo, kiné, on va pouvoir conseiller nos patients, soit sur de la rééducation sur du moyen ou du long terme, soit parce qu'on les a vus sur autre chose et du coup, pouvoir les orienter. C'est vraiment aussi cette vision globale qu'on va pouvoir avoir. Je vous ai remis, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de 1,16 pour traverser un passage piéton. Là, on a fait une analyse, par exemple, sur une résidente d'EHPAD. Vous voyez, elle était à 0,47 mètres par seconde. Ça correspond à 1,7 km/h. Sachant que la vitesse moyenne normale, entre guillemets, d'adulte, elle est plus située aux alentours de 5 km/h, qui correspond à 1,42 mètres par seconde. Là, Fabrice vous a mis des captures d'écran de notre solution, dans lequel c'est les 3 premiers paramètres qui sortent, qui sont la symétrie, la vitesse et la cadence, qui sont proposés, dans le sens où vous avez tous les paramètres qui sortent en même temps, mais donc là, c'est les 3 premiers qui sont en haut de l'écran. Donc, symétrie, vitesse, cadence, et comme vous pouvez le voir, vous avez les indicateurs de couleur. Donc, quand vous êtes dans la norme physiologique par rapport au sexe, à l'âge et au poids, la couleur sera verte. Quand vous êtes en dessous de ces indicateurs, on sera plus dans le orange. Et quand on est vraiment bien en dessous, on sera dans le rouge. Donc, on aide à l'utilisation de la solution. Et cette aide, vous le retrouvez sur ce slide-là, dans le profil de marche, avec les temps de cycle et les longueurs de foulée. Quand vous êtes à gauche de l'écran, dans le rouge, vous n'êtes pas bon. Et quand vous êtes dans la partie droite de l'écran, dans le rouge aussi, vous n'êtes pas bon non plus. Fabrice, je te laisse détailler. C'est juste pour les indicateurs de couleur que j'intervenais. Je te prie de m'excuser dans ton one-man show de t'interrompre. Non, mais j'aime bien quand tu m'interromps, c'est nickel. Donc, sur la qualifier la marche, il y avait aussi sur... donc longueur de foulée, temps de contact. Longueur de foulée, tout simple, c'est, je l'ai vu en EHPAD, en fait, chaque résident ou même sur chaque personne âgée qu'on peut avoir en cabinet, elles ont des longueurs de foulée différentes. Donc c'est vraiment d'adapter la rééducation, de savoir de quelle base on part et de pouvoir la voir évoluer au fur et à mesure du temps. Donc là, globalement, vous voyez, sur cette résidente-là, on était à 60 cm. Moi, je suis descendu sur des résidentes ou sur des personnes âgées qui étaient à 20 cm. Donc, on ne va pas placer aux mêmes distances les espacements au sol par rapport à ce qu'on va chercher à faire. Donc, c'est vraiment de personnaliser le plan de rééducation par rapport à ces valeurs-là. Et puis, de voir dans le temps comment ça évolue, quand les personnes le peuvent, de les motiver et leur montrer quel est le but à atteindre. Ne serait-ce que si on gagne quelques centimètres, vous voyez, par exemple, sur 62 cm, si on arrive à en gagner 6, visuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir. Par contre, c'est quelque chose qui va être détecté. Pareil, au niveau des temps de contact, on va chercher à avoir une marge beaucoup plus dynamique, donc avoir des temps de contact plus courts. Donc, le but, c'est de suivre l'évolution des temps de contact au sol, que ce soit donc durée d'appui ou durée d'oscillation, pour voir comment ils évoluent en essayant de les réduire. Et là, sur le haut, on a effectivement le profil de marche avec les temps de contact et temps d'oscillation. La norme, normalement, c'est 60-40. Et quand on a des patients avec pas mal de difficultés, vous voyez, on arrive quasiment à 70-30 sur les deux côtés. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer côté gauche et côté droit et de se dire que potentiellement, on ne va peut-être pas forcément faire la même rééducation du côté gauche et côté droit parce qu'il y a peut-être des antécédents médicaux qui font qu'il y a eu une faiblesse qui est plus importante d'un côté que de l'autre. Toujours sur qualifier, on a les 4 derniers paramètres qui sont relativement importants, qui sont le ratio de propulsion, angle d'attaque et de propulsion, et la hauteur du pas. La hauteur du pas, c'est un des éléments qui vraiment
très important sur le risque de chute, puisqu'on considère que quand il y a moins de 2 mm, il y a un risque de chute important. 2 mm, c'est moins que la hauteur d'un tapis. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des gens qui ont tendance à glisser le pas l'un vers l'autre et que le moindre obstacle, ils vont taper dedans. Pareil, le but, c'est de se dire, j'ai une hauteur de pas qui est mauvaise, tout de suite, je vais pouvoir faire un travail, ne serait-ce que, comme on voit sur le petit schéma en bas, s'il bougeait, pour essayer de faire soit des montées de genoux, soit là en bas, c'est sur tout ce qui est faire pointe de pied. Donc, on va plus travailler sur les ratios de propulsion, je vais vous expliquer après. Mais le but, voilà, c'est de sortir un paramètre qui est mauvais, de sortir un exercice. Sur les deux autres paramètres qui sont sur le schéma de droite, on a angle de propulsion et angle d'attaque qui vont donner aussi des indications sur la mobilité de ma cheville. On voit que, notamment que sur cette patiente-là, c'est toujours la même. On a un angle qui est quasiment à 0 puisqu'on a 3,5 à gauche, qui veut dire que ma patiente a tendance à attaquer quasiment pied à plat. Donc, je sais que je vais faire un travail qui va être un peu plus important du côté gauche, ou peut-être qu'elle a une pathologie qui fait qu'on ne pourra pas obtenir plus. Mais en tout cas, vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un complément par rapport à ce que je peux avoir en visuel. Et on voit que le côté droit, que ce soit à la hauteur ou l'angle d'attaque, est meilleur, même si la norme au niveau de l'angle d'attaque, normalement, est située aux alentours de 20 degrés. Et pareil, pour rebondir sur ce que tu dis, Fabrice, c'est aussi ultra important dans le sens où ça permet aux praticiens d'expliquer les exercices correctement aux patients si le patient a la faculté de comprendre les exercices. Et ça permet aussi aux praticiens de communiquer avec l'ensemble du corps médical ainsi qu'aux proches aidants. Et c'est vraiment une approche holistique aussi de communication, d'apprentissage, d'éducation. Voilà. Et puis le ratio de propulsion, c'est justement des algorithmes que William a développés pour indiquer quel est le groupe musculaire qui est le plus sollicité entre les fléchisseurs de hanche et les groupes qui sont plus sur le bas de la jambe, donc triceps sural et fléchisseurs plantaires. Sachant que, imaginez quand vous avez beaucoup de difficultés à marcher, vous allez utiliser très très peu les muscles au niveau de votre mollet et de votre pied, donc vous allez solliciter beaucoup plus les fléchisseurs de hanche. Donc en gros, vous allez plus lancer la jambe devant que vous servir de votre pied. Donc ça vous donne, vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis un petit schéma avec quelqu'un qui va travailler sur la pointe de pied pour essayer de redévelopper un petit peu ce travail au niveau du mollet et des fléchisseurs plantaires. Et du coup, pareil, le but, c'est de suivre l'évolution de ce paramètre-là dans le temps par rapport au travail qu'on fait. Donc, ça permet aussi de se remettre un petit peu en question si on voit que le paramètre n'évolue pas positivement, c'est de se dire est-ce que le travail est adapté à mon patient et potentiellement, je vais le rechanger ou au contraire, on ne peut pas aller plus haut et du coup, on va rester sur ce niveau-là et travailler sur autre chose. Sur la tendance à la stabilité, c'est un paramètre qui est pas mal podo, mais dont on se sert beaucoup aussi chez les kinés, qui va permettre très rapidement de savoir plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir comparer côté gauche et côté droit, sachant qu'à gauche, vous avez le pied gauche, à droite, vous avez le pied droit. C'est un paramètre qui est dynamique, c'est-à-dire que quand vous partez du bas, c'est le moment où le talon touche le sol, et plus vous allez remonter vers le haut, c'est le moment où le pied va quitter le sol par les orteils. Et la norme est en vert. Donc, quand on est sur l'intérieur, si vous voyez ma souris, on considère qu'on est pronateur, c'est-à-dire qu'on a un pied qui bascule sur l'intérieur, et quand on est sur l'extérieur, on a un pied qui est supinateur qui va dérouler sur l'extérieur. Notamment sur cette patiente-là, on voit que déjà, on a une différence entre côté gauche et côté droit, ce qui peut aussi emmener de l'instabilité, qu'on a une grosse différence qui est marquée. Et puis, la dernière chose qu'on va pouvoir voir, c'est la variabilité du pas, qui est indiquée par la distance entre les deux droites grises. Quand on a une variabilité qui est supérieure à 2-3 degrés, comme c'est le cas au niveau des attaques et des propulsions, c'est-à-dire qu'on peut créer une instabilité, puisqu'on a une variabilité qui est un peu plus importante. Et dans le sens inverse, vous voyez, comme on a le cas sur le pied droit, sur la phase pied à plat, on a une variabilité qui est quasiment nulle, ce qui est souvent le signe d'une patiente qui est crispée au niveau de sa marche, donc qui est crispée musculairement. Et on sait que c'est une marche qu'elle ne va pas pouvoir maintenir dans le temps, puisque quand vous maintenez musculairement, au fur et à mesure du temps, vos muscles ne parviennent plus à maintenir dans ces lignes-là, et du coup, c'est quelque chose qui peut se dégrader. Donc, ce qui peut être intéressant aussi de faire sur des marches un petit peu plus longues pour voir ce qui peut se passer dans le temps. Et du coup, tout de suite, on a pu en sortir, vous voyez, les petits exercices de jouer sur la stabilité, comme disait Catherine tout à l'heure, soit avec des tapis de proprio, soit avec des choses simples, avec des coussins qui vont changer un petit peu la forme du sol pour essayer de retravailler sur la stabilité sur ces patients-là. Puis dans le temps, on va pouvoir suivre l'évolution de tous les paramètres. Je vous ai mis juste 4, mais on va pouvoir suivre l'évolution de tous les paramètres et du coup de monitorer un petit peu la rééducation, de monitorer un petit peu où on en est et de suivre au fur et à mesure du temps. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir montrer ça aux résidents, aux patients plutôt,
et aussi de partager ces informations avec les proches aidants, du coup de permettre aussi d'expliquer si on a besoin de passer en EHPAD notamment, de passer des résidents en fauteuil roulant parce qu'on considère que le risque de chute est trop important, ou au contraire, c'est un indicateur, c'est vraiment des chiffres. On cherche beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais ce sont des chiffres qui sont très utiles pour évaluer le risque de chute. Pour finir là-dessus, je peux peut-être me permettre, Fabrice, sur l'évolution, rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant avec l'évolution, c'est qu'on peut surtout voir la personne par rapport à elle-même. L'intérêt, tout à l'heure, on vous a présenté des normes, là où certains paramètres étaient en vert, en orange ou en rouge. Le gros intérêt de l'évolution, c'est qu'on compare la personne elle-même. Du coup, on part d'un point A pour aller vers un point B. On peut voir s'il y a des régressions ponctuelles potentiellement liées à des problèmes ponctuels qu'elle a pu avoir. Et ce qui nous permet de potentiellement aussi quantifier l'impact de notre éducation. Alors là, j'ai parlé kiné, ou l'impact de notre prise en charge plus globalement sur le patient. Et quand on peut se dire qu'on a réussi à avoir 10, 15, 20% d'amélioration en, on va dire, 5-6 séances, on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Là où peut-être, d'un autre côté, on va peut-être voir certaines stagnations. C'est-à-dire au bout peut-être de 10-15 séances, on va voir que la courbe va commencer à stagner en termes de vitesse, en termes de cadence. Et on va peut-être se dire que soit notre éducation commence à arriver à ses limites, donc peut-être en changer, ou peut-être se dire qu'on est complètement arrivé au bout de leur éducation et que la personne est à son maximum. Voilà. Merci William, super. Effectivement, on cherche toujours sur pas mal de rééducation à atteindre ce plateau que William disait, mais des fois, ce plateau, il veut juste dire qu'on est arrivé au bout d'une manière de rééduquer et que du coup, il faut essayer aussi de changer ou de travailler d'autres paramètres pour que le patient puisse continuer à évoluer. Le kit, il est assez simple. Enfin, je vous ai juste montré. L'avantage, c'est qu'on est sur une solution qui est totalement nomade, qui va se transporter relativement facilement partout. Vous avez juste besoin aujourd'hui d'un téléphone ou d'une tablette, donc connecté à Internet pour lancer une acquisition. Si vous allez pouvoir faire des acquisitions aussi bien au domicile de vos patients qu'en cabinet, qu'en EHPAD. On en a fait en EHPAD il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment un intérêt assez important sur ces résidents ou sur les personnes âgées que vous pouvez trouver aussi en cabinet, parce que ça permet très rapidement d'avoir une vision globale de vos patients, qu'on soit kiné, podo. Voilà, on a cette vision, on ne reste pas uniquement dans son métier, ça permet vraiment d'avoir tous les paramètres, de savoir pour essayer de soigner nos patients, qu'est-ce qu'on va faire pour nous en tant que praticiens dans notre métier, mais aussi éventuellement de réorienter nos patients vers d'autres professionnels de santé pour vraiment compléter le traitement et avoir cette vision globale et ce traitement global. C'est du matériel médical, donc on est medical device et comme je dis toujours, moi aujourd'hui je fais des analyses les yeux fermés puisqu'on se base sur 2 études. C'est une étude sur la cohérence de nos données, sur la reproductibilité de nos données, qui sont les petits encarts que vous avez en bas, qui sont disponibles sur notre site Digital Pro. Et du coup, ça a été comparé à un gold standard, qui était un Vicon, c'est de la motion capture, c'est des caméras qui permettent de visualiser tous les angles. Et du coup, les résultats entre notre solution et le Vicon étaient très bons. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'ai totalement confiance dans les résultats que me donne la solution. Et comme tu l'évoquais, on a le marquage CE, Medical Class 1, et on est aussi FDA. Voilà. Et bien sûr, tout ce qui est RGPD, on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est respecté, il n'y a aucun problème là-dessus. La mise en place, elle est très, très facile, puisqu'une analyse de la marche, suivant la vitesse à laquelle votre patient va marcher, ça prend en moyenne entre 1 à 2 minutes. Donc, vous voyez, on est sur des analyses, tout à l'heure, on parlait d'analyse chronophage. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout chronophage, puisqu'il n'y a rien de plus simple que de mettre des semelles dans les chaussures, de cliquer sur votre application, de lancer l'analyse, de laisser votre patient marcher s'il arrive à marcher tout seul, de l'accompagner s'il y a besoin. L'avantage, c'est que quand ils sont libres, vous n'avez pas besoin de les accompagner, donc ils sont vraiment dans leurs conditions et ça reflète vraiment la réalité. Et puis tout de suite, une fois que l'analyse est terminée, vous allez pouvoir récupérer les données sur téléphone, tablette et l'ordinateur et vous allez pouvoir expliquer les résultats avec votre patient et mettre tout de suite en place le plan de rééducation par rapport aux données qui vous sont mentionnées. On est vraiment je fais une analyse, je sais quoi en sortir et je traite et je communique avec mon patient. Donc, on est vraiment sur tous les points là-dessus pour aider les patients au maximum, puisqu'on a vu tout à l'heure aussi, il y avait toute cette anxiété qui était liée à est-ce que je vais rechuter. Ça permet aussi de les rassurer, de leur dire, regardez, vous ressortez du risque de chute, vous ressortez d'un risque de chute important, vous avez une marche qui est bien meilleure. Je pense que beaucoup de praticiens ont eu ces patients-là qui
qui continuait à avoir cette peur de marcher, et du coup, qui restaient en fauteuil, alors que quand on les faisait marcher, ils avaient une bonne marche. Et du coup, ça permet de leur expliquer ça et de leur montrer qu'ils sont capables à nouveau de marcher sans problème et sans avoir cette peur de chuter. On en a terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme disait Romain, c'est effectivement notre premier webinaire. C'était un plaisir de l'animer avec Catherine, avec Romain, William et Dorine. On en refera bien sûr très prochainement d'autres sur d'autres sujets. On essaiera toujours de... Là, c'était le hasard de coller avec l'actualité parce qu'il était prévu, pour tout vous dire, depuis presque 2 mois. Donc, on a collé à l'actualité sans le vouloir avec le plan qui a été sorti par Alain Bourguignon. Mais c'est vraiment une solution qui vous permet de travailler sur le risque de chute comme sur pas mal d'autres pathologies. Puisqu'aujourd'hui, notre panel d'utilisateurs va du kiné, podologue, médecin, neurologue au coach sportif. Donc, on a vraiment une ouverture assez grande sur tous les types. Et c'est pour ça que William travaille sur pas mal de paramètres pour chaque professionnel de santé pour améliorer l'utilisation. Des petites informations en complément. Donc, le webinaire, pour tous ceux qui sont inscrits, ils pourront le revoir. Pour tous ceux qui veulent le PDF, j'ai marqué mon adresse email afin que vous puissiez m'envoyer, vous marquez en objet PDF du webinaire. On vous enverra le PDF moyennant de l'argent. Faut pas dire ça. Donc, on vous enverra le PDF, bien entendu. Et on va vous envoyer aussi un sondage afin de savoir comment on peut améliorer ce type de webinaire ou quelles sont les thématiques que vous souhaitez aborder. Fabrice, merci. Il y a peut-être une question. Merci d'avoir suivi le... Non, c'était Rana. Fabrice, Catherine, merci. Merci à vous tous aussi, parce que c'était vraiment très, très bien et très intéressant, je pense, pour tout le monde. Donc, et merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous. William, merci pour ta participation. Alors, il y a une question juste de Frédéric. Le système fonctionne-t-il sur PC? Donc, en fait, on a une application qui est donc installée sur tablette, téléphone, que ce soit Apple ou Android. Et vous avez aussi une interface web qui est accessible depuis à partir du moment où vous avez Internet. Donc, on peut estimer qu'on a Internet sur une tablette, sur un ordinateur. C'est juste le système de visualisation qui est un petit peu différent depuis l'interface web. Et c'est depuis cette interface web aussi qu'on va pouvoir faire de l'export, donc exporter les rapports pour pouvoir éventuellement les envoyer à d'autres professionnels de santé ou aux proches. L'application sert à tout pareil que l'interface PC. La seule différence, c'est que l'application va vous servir aussi à lancer les acquisitions et à arrêter l'acquisition. Le lancement et l'arrêt des acquisitions se fait que par l'interface téléphone et tablette, via les applications. Comment pourrais-je avoir accès au webinaire? Il faut recliquer sur le lien et vous aurez accès au webinaire. Je crois que Frédéric, on a répondu à votre question. Super, très bien. Ouais. OK. Et puis... En cliquant sur le lien du webinaire. Merci. Voilà. Catherine, bonne soirée. Fabrice, William. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Très bientôt. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Diane, il y a une question de Diane, mais je ne la comprends pas. Diane. Pouvons dès à présent, mes semaines connectées. En tout cas, on peut déjà, si c'est le mot après présent acheter, oui, vous pouvez directement acheter les semelles connectées. Non, Diana a dû partir parce qu'on a pu son retour. Ouais. Et je pense que c'était acheté en plus. Et comme je vois Ellie en train de sauter sur l'opportunité, à mon avis, c'était acheté. Diane, elle les a déjà, oui. Alors, du coup, Diane, vous pouvez, en fait, on n'a pas redonné juste votre question. Oui, Viviane. Alors, en fait, Diane, si vous avez lancé une version... Vous avez Podosmart, hein? Ouais, vous avez peut-être lancé une version. La Digital Pro, en fait, c'est l'évolution de Podosmart. Est-ce que Diane, vous avez mon email qui est au-dessus? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un email, s'il vous plaît? Je vous rappellerai demain. On va reprendre contact avec vous. Pour vous expliquer tout ça, il n'y a pas de souci.
Ok, ben envoyez-moi l'email et avec votre numéro de portable, vous me donnez une heure à laquelle je peux vous rappeler. Je vous rappelle demain. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Bonne soirée. Bye bye. Ciao Fabrice. Au revoir. Ça marche pas quand je clique sur quitter.